OK, on va recommencer. Veuillez prendre place, s'il vous plaît, pour la deuxième conférence d'un nouveau membre régulier. Cette année est une année faste. On a deux nouveaux professeurs. Vous avez entendu Alain Paquette il y a quelques minutes et nous allons entendre maintenant Sergio Rossi, qui est nouveau professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi. Sergio est un habitué des communications au CEF. Il en a déjà donné, mais pas à titre de membre régulier et de nouveau prof à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, sans plus tarder, je vais inviter Sergio à nous présenter sur la phénologie de la croissance des arbres, une interprétation écophysiologique multi-échelle. Donc, Sergio, à toi la parole. Bonjour à tout le monde. Je me trouve un petit peu en embarras parce que comme Italien, je suis habitué à bouger. Ici, ils m'ont mis un microphone ici, je dois rester arrêté. Donc, pour moi, ça sera un gros problème. On va essayer de les gérer facilement. En 2003, il y avait la revue Science a repris un texte d'un autre livre à gros impact factor que c'est la Bible, en disant que pour toutes les choses, il y a une saison. Et en effet, ça c'est le sujet de mon travail, parce que je regarde comment les saisons, qu'est-ce qui se passe pendant les saisons, qu'est-ce qui arrive et quand ces choses-là arrivent. Et je voudrais commencer avec un exemple qui s'est passé exactement il y a un an, pendant la nuit du 1er mai de l'année passée. Quand j'étais arrivé en Italie, il y a eu une nuit avec des températures très froides sur les montagnes qui étaient entre -5 et -8. Et cette gelée tardive a brûlé toutes les feuilles des êtres. Regardez, ça c'est l'exemple de qu'est-ce qu'on a vu le matin, le lendemain. Et ça c'était parce que l'être avait déjà commencé à faire sortir les feuilles, et les feuilles étaient jeunes et très délicates. Et puis en regardant bien, en effet, les dommages, on a pu observer ces dommages tout le long de la distribution de l'être en Italie. Et on a vu aussi que quelques individus avaient échappé les dommages. Regardez ici un individu qui a les feuilles complètement vertes. En effet, c'est lié au fait que cet individu-là, c'était pas un être, c'était une autre espèce. Donc, il y avait une phénologie différente. Et donc, il a pu échapper la gelée. Regardez l'index de Green Index, mesuré le long de la botte de l'Italie à plusieurs altitudes. Donc, on voit que les dommages les plus importants ont été observés entre 1200 et 1800 mètres. Par contre, il n'y avait presque pas de dommages dans les vallées. Ça, c'est lié au fait que la température ne s'est pas rendue aussi froide. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de dommages à haute altitude. Ça, c'était parce que les feuilles n'étaient pas encore sorties. Donc, il y a des individus qui ont échappé la gelée parce que pour leur phénologie qui était décalée dans le temps. Et après un mois, les mois dans lesquels je suis resté en Italie, j'ai continué à observer les êtres et j'ai vu qu'il n'y avait aucune feuille qui était sortie encore. Donc, seulement après un mois et quelques jours, j'ai commencé à voir de nouvelles feuilles. Ça a apporté un gros dommage pour les êtres de toute la péninsule parce qu'ils ont perdu une grosse partie de la saison de croissance. Ils ont dû relocaliser ou utiliser des réserves. Donc, il y a eu des conséquences importantes pour la croissance, pour la production de nouvelles fleurs, et pour la reproduction de l'être. Paradoxalement, la gelée
les risques de gelée sera plus important dans le futur avec le réchauffement climatique. Donc, c'est très important de vérifier qu'est-ce qui se passe dans la plante et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'environnement pour voir comment les plantes se synchronisent avec les changements dans les changements environnementaux ou les changements saisonniers. Donc, moi, je m'occupe surtout de phénologie. La phénologie, c'est l'étude qui permet de comprendre quand les événements cycliques chez les êtres vivants, dans mon cas chez les plantes, arrivent. Donc, on peut mettre un temps, une date sur les processus physiologiques dans la plante. De plus, la phénologie peut nous permettre de comprendre comment la croissance s'est mise en place dans la plante. Et nous permet d'identifier les facteurs qui agissent sur la croissance. Parce qu'on sait quand les choses arrivent, on peut mettre en relation avec l'environnement qu'il y a autour. La phénologie est très importante parce qu'elle permet aux plantes de s'adapter à leur milieu. Donc, de se synchroniser avec les saisons la plus favorables pour un certain processus physiologique. La phénologie permet d'échapper à la compétition. Mais pensez à l'émission de feuilles précoces chez les plantes du sous-bois pour profiter du soleil au printemps, quand il n'y a pas encore les feuilles dans les arbres adultes. Enfin, il y a un aspect très important, c'est la synchronisation entre les espèces. Pensez aux insectes pour la pollinisation ou à la synchronisation entre la plante hôte et les parasites qui doivent se nourrir sur la plante hôte. La phénologie touche plusieurs sujets qui sont très importants pour les sciences forestières. C'est la croissance et la productivité de la forêt, tout ce qui a à faire avec les changements environnementaux, la migration et les déplacements des espèces, les perturbations naturelles ou anthropiques, la biodiversité, la variabilité entre les espèces et au-dedans des espèces, et enfin, la capacité d'adaptation de la plante à son milieu. Quels sont mes objectifs de recherche? Bien, la première chose, c'est comprendre comment la croissance se met en place. Qu'est-ce qui se passe chez la plante pendant la croissance, pendant la saison de croissance? Quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir obtenir la croissance? De plus, comment la phénologie change à travers l'espace et dans le temps. Donc, comment la phénologie change entre une année et l'autre, et puis à travers l'aire de distribution d'une espèce. Quels sont les mécanismes phénologiques qui permettent à la plante de s'adapter à son milieu? Enfin, la proportion des facteurs environnementaux et génétiques qui influencent la phénologie. Les synchronismes entre les espèces et leur explication écologique. Et enfin, comment phénologie, croissance et les synchronismes entre les espèces pourraient changer dans un milieu qui est en train de changer. Donc, pendant des changements environnementaux. Je travaille principalement sur les deux méristèmes qui produisent la croissance. C'est le méristème apical pour l'élongation de la tige, donc les bourgeons, et le méristème latéral, c'est le cambium, celui qui produit les bois. Je travaille à plusieurs niveaux de manipulation. Je travaille en forêt, dans un milieu naturel, sans traitement, seulement un suivi de la croissance. J'ai des expériences de manipulation en forêt, des déplacements
d'espèces ou de provenance, donc des common garden. Et je travaille aussi en cabinet de croissance, donc dans un milieu très contrôlé dans lequel je peux cibler des hypothèses et je peux tester facilement certaines hypothèses spécifiques. Mon travail peut comparer des espèces où je peux vérifier les différences dans la phénologie au-dedans d'une certaine espèce, donc entre les écotypes. Et enfin, je travaille à plusieurs résolutions temporelles et spatiales que je vais vous montrer. Au niveau temporel, on a plusieurs échelles de mesure. J'utilise des données des satellites qui normalement sont disponibles gratuitement à chaque 15 jours. Donc, j'ai une résolution de 15 jours. J'utilise des microcarottes qui sont récoltées à échelle hebdomadaire. La microcarotte est récoltée dans la tige et nous permet de décrire ou analyser la formation du bois pendant la saison de croissance. Je peux faire des observations dans les common garden, donc en faisant des observations sur la phénologie des bourgeons, sur des provenances qui sont soumis au même environnement. J'ai un réseau de caméras de surveillance qui prend des images à chaque heure, mais disons à un niveau journalier, sur plusieurs sites dans la forêt boréale. Je travaille aussi dans les cabinets de croissance qui me permet d'avoir une résolution journalière et l'évolution de la phénologie, donc en résolution très fine. Et enfin, j'utilise des dendromètres. Les dendromètres me permettent de voir la variabilité dans la dimension de la tige en continu. Donc, normalement, c'est au niveau horaire. Donc, c'est une résolution très, très fine. Et de mettre en relation ces changements avec les facteurs environnementaux. Je travaille sur plusieurs échelles spatiales. Donc, au niveau cellulaire, disons au niveau du micron, au niveau microscopique, au niveau plus macroscopique sur les bourgeons, donc au niveau de quelques centimètres avec des observations visuelles. Mais les phénocams, les caméras de surveillance, travaillent plus au niveau du peuplement. Et enfin, j'ai des données qui, sur grande échelle spatiale, donc au niveau de l'écosystème ou de l'hémisphère boréal. Les sites sur lesquels je travaille principalement, ce sont en commune avec d'autres chercheurs de l'UQAC. Ils couvrent toute la paissière noire fermée. Donc, ils vont de Simon-Couche, proche de Chicoutimi, jusqu'à Mirage, disons à la limite de la paissière fermée. Donc, avec une gradiente latitudinale et altitudinale ici, le long des parcs de Mont-Valin. Mais je peux compter sur une quarantaine de sites qui sont mis en place avec plusieurs projets par des collègues en Europe, en Russie et en Chine, et dans lesquels certaines mesures, surtout les microcarottes, sont récoltées avec la même méthode qu'on utilise nous. Et donc, ça nous permet d'avoir des données qui sont comparables. Donc, on peut les utiliser pour faire des méta-analyses. Certains de ces laboratoires ont été mis en place ou équipés avec ma collaboration. Donc, on sait qu'on utilise exactement la même méthode. Et ça nous permet d'avoir des données qui sont très homogènes. Ce sont une quarantaine de sites sur 12 pays qui sont surtout sur les conifères. Donc, il y a 12 conifères qui ont été étudiés. Les projets ont débuté en 1998,
Normalement, un projet ne dure pas plus que 2-3 ans, mais il y a des projets plus importants, plus longs, dont notre chronologie couvre 15 ans au Québec. Il y a plus de 1600 arbres qui ont été mesurés, qui ont été soumis aux études. Un projet implique un échantillonnage hebdomadaire pendant toute l'année, ou pendant toute la saison de la croissance. Donc, ce sont des projets qui impliquent un gros échantillonnage et après des mesures en laboratoire ou des observations en laboratoire. Et presque tous les sites sont équipés d'une station météo. Donc, on a les suivis de la croissance et les données météorologiques qui se passent exactement dans les sites. Quelques projets qui est en train d'être réalisés ou qui est plus à l'état embryonal, je les ai divisés par échelle spatiale. Donc, à l'échelle de l'hémisphère, on est en train de réaliser des méta-analyses dans lesquelles on compare la xylogénèse à travers l'hémisphère boréal. À l'échelle du paysage, on essaie d'intégrer les données des satellites avec les observations sur le terrain ou avec les observations récoltées sur des échantillons récoltés sur les sites. Et ça pourrait nous permettre de spatialiser les observations sur une plus grande échelle régionale. Au niveau du peuplement, j'essaie de vérifier la variation de la phénologie avec les phénocams, donc avec les caméras de surveillance, dans les temps, entre les années et à travers la forêt boréale. À l'échelle de l'individu, j'analyse la variabilité entre les écotypes, qui me permet de comprendre comment la phénologie change quand les écotypes ou les provenances sont placés dans un même milieu, dans un milieu très homogène, et pour comprendre la composante génétique de la phénologie. Et combien cette composante est importante au respect à l'environnement. Encore au niveau de l'individu, je suis en train de mettre en place des sites pour le suivi de la rupture de la dormance printanière chez l'érable à sucre et de mettre en relation le début de la croissance avec la phénologie des feuilles et surtout avec la phénologie des coulées d'eau d'érable. Donc, pour comprendre quand ces coulées se passent, combien ça dure, quels sont les facteurs déclenchants et qu'est-ce qui se passe dans la plante pendant la coulée. Comme forestier et anatomiste, j'ai une limite, c'est au niveau cellulaire. Donc, je ne suis pas capable d'aller, je n'ai pas les outils et les connaissances pour aller chercher quelque chose qui se passe au niveau plus petit que la cellule. Et pour faire ça, en effet, on est en train de travailler sur la modélisation qui pourrait nous permettre de mieux comprendre les liens entre les différents processus dans les systèmes cellules. Et on utilise la dynamique des systèmes et la modélisation spatiale, que j'ai traduit aussi comme modélisation d'intégration spatiale. Je vous montre juste quelques exemples des résultats. Le premier exemple, c'est la description de la variation dans la saison de croissance de la formation du bois à travers les écosystèmes froids. Donc, ici, les sites sont représentés par la température moyenne annuelle et les points noirs et bleus représentent les débuts et la fin de la formation du bois. Dans l'axe vertical, on a la date, ou le jour julien de l'année. Donc ici, on est 150, ici, on est à la fin de mai jusqu'en septembre. Et les graphiques représentent tous les sites en allant des treelines nordiques au Canada et en Finlande,
en passant par la forêt boréale, par les trilines altitudinales, jusqu'aux paissières productives d'épinettes de Norvège, de l'Europe centrale, ici, les sites les plus chauds. Et évidemment, chaque point représente un site, une année. Vous voyez qu'il y a une certaine variation due au fait qu'il y a plusieurs espèces dedans. Il y a des sites qui sont relativement différents, mais par contre, on trouve quand même un patron général très intéressant. Les premiers graphiques montrent la relation entre la durée de la saison de croissance mesurée avec l'NDVI, donc les données des satellites, en relation avec la durée de la formation du bois sur l'axe des Y, observée sur des échantillons récoltés sur le terrain. Il y a là aussi, il y a une certaine variabilité due à l'année qu'on n'a pas été capable d'expliquer. Le deuxième graphique représente le temps d'émission de feuilles chez plusieurs provenances récoltées le long de notre gradient latitudinal. Vous voyez qu'il y a une différence entre les sites les plus au sud, ici Simon-Couche, et les sites les plus au nord. Donc, quand les arbres, les semis sont placés tous dans le même environnement, dans le même milieu, ben, on retrouve une variabilité. Cette variabilité clinale est probablement est liée à la génétique et est liée à l'adaptation des écotypes à leur milieu. Enfin, le troisième graphique représente une étude qu'on vient de terminer à la forêt Montmorency, dans laquelle on avait identifié deux groupes de provenance. Les groupes, les noirs, ce sont des provenances avec une émission précoce, débourrement précoce du bourgeon, et les gris représentent des provenances tardives. Puis on est allé vérifier si au niveau du xylème, donc au niveau du bois, il y avait la même tendance. Regardez les derniers graphiques, on retrouve encore les mêmes tendances. Donc les précoces au niveau du bourgeon sont précoces aussi au niveau de la réactivation du cambium. La différence est plus petite entre les provenances actives et tardives, mais encore significative. En parlant avec les directeurs du CEF l'année passée, on avait vu qu'il fallait faire plus de travaux au niveau des feuillus. Donc, moi, j'ai pensé et j'ai commencé des recherches sur l'érable à sucre. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est un petit peu à la limite de l'érable à sucre, donc c'est un milieu qui est très intéressant pour moi, pour vérifier qu'est-ce qui se passe dans la plante, en particulier pendant le printemps et pendant l'automne, donc au début et à la fin de la saison de croissance, mais aussi pendant l'hiver. Et j'essayerai de mettre en relation les variations journalières de contraction et regonflement de la tige avec les coulées d'eau d'érable qui seront mesurées avec des pluviomètres. Pendant ces projets, en effet, la variation au niveau de la dimension de la tige sera très similaire entre les plantes. On a observé que normalement, au-dedans d'une placette, les arbres se comportent dans la même façon. Mais il y a beaucoup de variations entre les sites, selon l'exposition, l'ouverture du site, la présence d'eau. Donc, on avait besoin de mettre en place plusieurs placettes avec pas beaucoup d'arbres qui étaient mesurés. Donc, un acquisiteur de données a un coût qui est important. Donc, j'aurais dû acheter plusieurs acquisiteurs de données. Pour éviter ce problème, on a réalisé et on est en train de tester un nouveau data logger que vous pouvez voir ici,
qui fonctionne dans une façon très similaire à celui de la Campbell, seulement qui coûte un petit peu moins cher. En effet, nous, on est capable de le produire avec $50. Avec la modélisation, on est en train d'essayer de comprendre, de mettre ensemble tous les processus qui se passent dans la cellule et de vérifier quand ils se passent, comment ils se passent et comment ces processus-là peuvent donner la variation dans la dimension de la paroi qu'on observe le long d'une scène de croissance. Donc, on essaye d'expliquer la variation dans la densité du bois qui se produit pendant l'année. Pour ces résultats, je vous invite à assister à la présentation de Fabrizio qui se tiendra cet après-midi à 4 heures. On voulait aussi essayer de représenter un phénomène un petit peu plus complexe, que ce n'est pas seulement la formation du bois le long d'un fil de cellules, mais essayer de représenter toutes les cellules ensemble. Parce que, en effet, chaque cellule est avoisinante d'une autre cellule et donc elle a des contraintes physiques. Elle ne peut pas grandir de tous les côtés parce qu'il y a d'autres cellules donc, en effet, les schémas de formation du bois, c'est celui-là. Donc, on a une série de cellules du cambium, ou plusieurs séries de cellules de cambium, qui produisent d'autres cellules dans la partie intérieure qui doivent s'étirer, pousser pour pouvoir s'agrandir, et puis ils doivent recevoir des microfibrilles de cellulose. Donc, il y a toutes des contraintes spatiales qu'on voulait essayer de représenter. Ici, il y a un exemple d'un premier modèle qui représente la formation d'une tige, la mise en place du xylème pendant la saison de croissance. Les rouges représentent le cambium, les différentes couleurs bleu, jaune représentent les différentes phases de différenciation et le brun, c'est les bois matures. C'est un embryon de modèle dans lequel il manque encore plusieurs choses. Vous voyez, il n'y a pas le bois initial et le bois final, par exemple, mais vous pourrez observer certains traits qu'on peut retrouver dans une conifère. Le dernier exemple, c'est vraiment très récent. On est en train encore de discuter de cet aspect, mais je voulais quand même le présenter parce que ça pouvait être intéressant. Et c'est lié aux causes qui pourraient déclencher les épidémies de tordeuses. L'axe des X représente les tons, les différentes années. L'axe des Y représente les timings de la phénologie. Donc, les débourrements ou l'ouverture de bourgeons chez les sapins, dans ce cas, c'est la ligne verte, et la ligne rouge représente la réactivation de réactivation des larves de la tordeuse. Et vous observerez qu'entre les deux lignes, il y a un certain délai. Puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe et qui produit une synchronisation entre les deux activités, les deux phénologies, qui pourrait déclencher l'épidémie. L'épidémie qui dure un certain nombre d'années. Puis, il y a un autre phénomène qui désynchronise les deux phénologies. Et donc, après, on voit qu'ici, il y a encore une différence, un lag entre les deux courbes. On est en train de proposer en effet, c'est une hypothèse sur les causes de cette match et mismatch qui pourrait être liée à un facteur physiologique. Pour le moment, j'ai écrit facteur physiologique pour une question de... je travaille avec d'autres groupes pour une question de confidentialité.
Donc, pour le moment, on le laisse comme facteur physiologique qui pourrait changer dans le temps. Quand il atteint une certaine valeur seuil, ben, ça pourrait déclencher, ça pourrait déclencher l'épidémie avec la synchronisation des phénologies. Et ces facteurs physiologiques pendant l'épidémie pourraient redescendre et à un certain niveau pourraient permettre la désynchronisation entre les deux épidémies, les deux phénologies et donc permettre la fin de l'épidémie. Ça, c'est encore... on est en train de travailler sur ça, donc on est encore en train de mettre en place bien les idées. On a un modèle théorique qui fonctionnerait bien. On a aussi des observations en cabinet de croissance qui confirmeraient les modèles. Maintenant, on est en train de mettre ensemble les choses. Je termine seulement en mettant une liste des équipes qui m'ont aidé ou avec qui je travaille pour pouvoir compléter mes projets de recherche. Merci. On a du temps pour quelques questions. Sergio, j'ai pensé, dernièrement, j'ai vu un travail de Trois-Rivières, je pense, qui a montré un lien entre la phénologie et la diversité. Et j'étais en train de penser à le lien entre toi et Alain Paquette à ce niveau-là. Et ce qu'ils ont montré, c'est que dans les systèmes divers, c'était les systèmes naturels, que la saison où les plantes poussent, c'était plus lent que dans les monocultures. Et étant un expert de phénologie, je n'ai pas entendu Alain parler de phénologie. Je me demande si toi, tu as des observations qui auraient pu suggérer que la composition, la diversité des écosystèmes pourrait influencer la phénologie ou c'était uniquement les facteurs abiotiques? On a vu qu'il n'y a pas seulement les facteurs abiotiques qui influencent la phénologie. Les facteurs génétiques importants, je reviens seulement en arrière un moment pour vous montrer. Ça, c'est un champ de croissance. Ça veut dire que c'est avec des températures qui sont, disons, suboptimales ou optimales. Donc, tout se passe très rapidement et la variation est seulement de quelques jours. Donc, c'est important, c'est significatif, mais est-ce que c'est substantiel? Parce qu'après, ce qu'on veut, on voudrait, ça serait de avoir des implications pratiques. Donc, est-ce que 2-3 jours pourraient faire une différence au niveau pratique? Il faut vérifier sur le terrain ce qu'on est en train de faire pour vérifier si ces 2 jours correspondent à 15 jours au niveau, dans un milieu naturel. Mais par contre, ça pourrait quand même être important parce que 2 jours pourraient nous permettre d'échapper une gelée printanière. Donc, même un petit délai pourrait être quand même important. Il faut toujours penser que s'il y a une différence génétique, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des différences dans les milieux qui ont produit une adaptation des écotypes ou des populations locaux et donc qui ont produit des variations au niveau génétique. Donc, à la fin, c'est tout lié au milieu. C'est seulement que ça passe à travers d'autres voies. En tout cas, je propose que toi et Alain peuvent faire quelque chose d'intéressant. Oui, merci. Je serais bien content. Merci Dan, tu as failli me voler ma question en fait, mais merci Sergio pour la belle présentation. C'est le fun de voir quelqu'un qui se pose enfin les bonnes questions en forêt, là. La phénologie, le développement, c'est merveilleux. Si tu cherches un ami aussi, tu peux venir me voir. Moi j'avais un peu une question similaire, c'est des questions que je regarde aussi maintenant, mais l'influence ou le succès de la biodiversité, j'aimerais ça explorer moi aussi s'il n'y a pas une désynchronisation de la phénologie justement chez les espèces qui pourrait expliquer un peu le succès de la biodiversité versus des monocultures qui sont synchronisées.
Donc, moi, je voulais avoir un peu ton avis là-dessus, savoir si justement les mélanges et la diversité de phénologie qu'on peut avoir ne seraient pas un peu responsables, ou est-ce que ça peut être significatif dans le succès et la productivité des écosystèmes? Ben là, c'est une question assez difficile parce qu'on sait bien que d'un côté, on essaie d'avoir les meilleures performances, donc sélectionner le meilleur, mais de l'autre côté, on sait qu'il y a une grande diversité qui soit en train, par exemple, dans la phénologie, ben, pourrait nous permettre d'échapper à certains moments ou d'éviter que, on sait bien que les maladies sont souvent causées par un manque de biodiversité. Donc, combien une biodiversité au niveau de la phénologie pourrait nous aider pour avoir des cultures qui sont plus stables, plus résistantes? Là, on touche bien à cet aspect. Évidemment, diversité dans la phénologie veut dire aussi diversité au niveau génétique. Donc, peut-être une variation au niveau de la performance. Est-ce qu'on est capable de soutenir une réduction de la performance, mais améliorer notre stabilité du système? Ben, je pense que c'est le changement d'échelle d'individu à communauté. Là. Il y a des sacrifices à faire à l'échelle d'individus qui peuvent profiter à la communauté. Puis ton facteur physiologique secret, là, qu'est-ce qui, dans l'évolution, expliquerait qu'il remonte et fait en sorte qu'il atteigne un seuil où on dirait que l'épidémie est nécessaire pour leur faire redescendre? Ce cycle-là, en tout cas, en effet, dans ce cas, ça pourrait être pour la tordeuse. La tordeuse affecte les facteurs physiologiques. Donc, c'est la tordeuse même qui produit les changements dans ces facteurs physiologiques dans la plante et qui produit la désynchronisation. OK. Parce qu'on s'en reparlera, merci. Merci. On va passer à la prochaine conférence.